Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. C'est un grand honneur de vous accueillir devant le grand public en premier. Bienvenue en Macédoine, dans le pays où la grande majorité des citoyens croient dans l'avenir européen, croient dans les valeurs européennes. Est-ce qu'on est naïf? Une question toute brève au tout le début de notre interview. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. C'est ma première interview en Macédoine du Nord et je suis très heureux de l'accorder à votre chaîne de télévision, à vous personnellement, vous qui en plus faites l'effort de vous exprimer en français, ce qui est bien le signe du dynamisme de la francophonie dans ce pays et je m'en réjouis. Pour ce qui concerne votre question, la réponse est simple, c'est non. Je ne pense pas que vous soyez naïf parce que d'une part, je pense que le fait d'avoir cette aspiration européenne, ça paraît tout à fait rationnel. Je pense que la voie du développement de la Macédoine du Nord, c'est clairement la voie de l'Union européenne. Et d'autre part, je pense que c'est raisonnable parce que je considère que cette adhésion à l'Union européenne est inéluctable. Elle va se produire. Toute la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir quand, dans quel délai précisément. Je vous pose cette question parce que je crois que vous êtes assez long ici chez nous pour sentir l'ambiance et pour sentir ce découragement que la population a senti après la décision, le manque de la décision du Conseil européen. Et quand tout le monde commence à se poser la question, pourquoi on a fait tous les efforts, tous les compromis avec la Grèce et tout le reste pour maintenant voir de nouveau une barrière sur notre chemin dans l'Union européenne. Je pense que déjà cette déception, elle est réelle, elle est palpable et franchement, elle est tout à fait compréhensible parce que cette perspective de franchir une étape décisive sur la voie de l'intégration européenne, elle était vraiment tangible, elle était toute proche. Et de ce point de vue-là, le fait que la décision ait été reportée, c'était une décision qui a constitué de mauvaises surprises. Donc c'est tout à fait légitime d'éprouver de la déception. Je pense que cette déception, en fait, a été ressentie et partagée bien au-delà des frontières de la Macédoine du Nord, parce qu'il y avait beaucoup d'attention européenne qui était portée sur ce dossier. Donc, de toute évidence, c'est une mauvaise nouvelle. En même temps, je crois qu'il faut bien comprendre que si le moment est difficile, et incontestablement le moment est difficile et constitue une fois encore une désillusion, c'est un moment qui est passager. Les choses vont changer et encore une fois, je le répète, je pense que la voie tracée pour la Macédoine du Nord est une voie qui est claire et qui est sans échappatoire. Il n'y a pas d'autre chemin qui s'offre à elle. Donc toute la question qui est posée, c'est celle en fait du timing. On va continuer de parler sur l'avenir de notre perspective européenne, mais parlons des valeurs européennes. On voit ces jours-ci l'Union européenne qui commence un procès important de vaccination, d'immunisation de toute la population. Et encore une fois, nous, ici, dans les Balkans, quelques pays dans les Balkans, malheureusement, on n'a pas l'accès de la vaccine. Ce qui est un signe d'une Europe dans laquelle on voit un problème avec certaines valeurs de base, la valeur qui sont dans la fondation même de l'Europe, comme la fraternité, solidarité, égalité. Et je voudrais être sûr de bien comprendre ce que vous dites. Donc si on parle clairement, franchement, ce que vous dites, c'est qu'il y aurait peut-être un défaut de solidarité de la part de l'Union européenne vers les pays des Balkans occidentaux. Parce que c'est évident qu'on est dans la deuxième ligne des gens qui vont avoir ce privilège d'avoir la vaccine. Mais en fait, je crois que d'une certaine façon, votre question me rappelle la question précédente. Et en fait, c'est surtout une question de délai. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de vaccin, je crois que c'est faux. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de vaccin immédiatement disponible. En même temps que dans le pays membre de l'Union européenne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans les États membres de l'Union européenne, en fait, vous avez un déploiement des vaccins qui va se faire de façon progressive. Donc c'est vrai qu'en France, par exemple, on a commencé à administrer des doses de vaccins hier, mais dans des quantités qui sont quasi symboliques, infinitésimales. Donc il va y avoir une montée en puissance. Donc il peut y avoir un décalage effectivement dans le temps entre les États
européen, on va dire, au-delà de l'Union européenne, mais en fait, sur une perspective de moyen terme, le fait est que tous les pays vont vacciner de plus en plus largement. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans une épidémie d'un type nouveau, d'une ampleur en tout cas qui est sans précédent connu, et que donc il a fallu organiser une riposte à chaud en innovant énormément. Et du coup, il y a des décisions qui continuent encore d'être prises aujourd'hui. Donc par rapport à la question que vous posez, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des discussions qui sont en cours et qui n'ont pas encore abouti. Autrement dit, la situation qu'on connaît aujourd'hui au moment X ne correspond pas forcément à celle qui se présentera peut-être même au tout début de l'année prochaine. Peut-être pour être plus précis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelques mois, compte tenu de l'ampleur de la crise mondiale et des effets qu'elle a au-delà du domaine sanitaire sur l'activité sociale, l'activité économique, l'Union européenne a décidé d'adopter un plan d'aide aux pays des Balkans occidentaux, un plan d'aide pour faire face aux conséquences en fait, socio-économiques de la crise, spécifiquement pour les Balkans occidentaux, qui est de l'ordre de 9 milliards d'euros. Je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup de signes de solidarité de par le monde, y compris vis-à-vis de cette région du monde. C'est clair. Je crois que personne n'a fait autant. Et aujourd'hui, je complète mon propos en vous disant qu'aujourd'hui même, la Commission, avec l'accord des États membres, a adopté un paquet de 70 millions d'euros qui est destiné exclusivement aux pays des Balkans occidentaux et qui est destiné précisément à les aider à se doter dans les meilleures conditions et de la façon la plus rapide des vaccins et de tout ce qui constitue le conditionnement pour l'accès aux vaccins. Donc aujourd'hui même, il y a une décision qui a été prise. Encore une fois, comment expliquer aux gens ici que nous, les Serbes, les Monténégrins, les Bosniaques, n'ont pas accès au marché des vaccins par rapport aux autres pays membres de l'Union européenne, je ne sais pas, Lituanie, Bulgarie, tout le monde. Pourquoi ce décalage? Écoutez, je pense que simplement, ce qu'il y a... Comment l'expliquer? Alors, je vais vous donner des clés d'explication. Moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses, donc j'essaie d'être franc. Je pense simplement que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'Union européenne, c'est l'organisation la plus intégrée au monde. Il n'y a pas d'organisation par ailleurs qui soit aussi avancée dans l'intégration que l'Union européenne. C'est bien pour ça qu'on voudrait la joindre. C'est bien la raison pour laquelle elle est attractive. Et c'est bien la raison pour laquelle, justement, cette organisation, parce qu'elle est extrêmement constituée, a été capable, par rapport à cette crise inédite, de s'organiser et d'organiser une riposte commune qui passait notamment par un groupement en fait, des commandes vis-à-vis des grands laboratoires qui produisaient les vaccins. Et donc, c'est ce qui explique qu'en fait, l'Union européenne est particulièrement avancée de par le monde dans l'accès aux vaccins. Donc, je crois qu'en fait, si on veut schématiser, l'idée était, dans un premier temps, de pouvoir sécuriser en fait, les approvisionnements pour pouvoir distribuer progressivement, mais massivement, les doses voulues au sein de l'espace européen, et parallèlement d'engager un processus pour faire en sorte d'en faire profiter le reste du monde. Donc il y a une attention particulière pour cette région du monde qui constitue le voisinage immédiat de l'Union européenne, les Balkans occidentaux. Il y a le paquet de 70 millions d'euros qui a été adopté aujourd'hui, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis au niveau mondial, plus largement, il y a l'initiative COVAX. L'initiative COVAX, c'est l'idée d'organiser la solidarité depuis l'Union européenne vers le monde entier pour faire en sorte qu'il y ait un accès qui soit équitable, partagé aux vaccins. Et il y a déjà près d'1 milliard d'euros qui a été avancé par l'Union européenne pour aller dans ce sens-là. À terme, d'ici la fin de l'an prochain, c'est, je crois, 2 milliards de doses qui devront avoir été acquises avec de l'argent européen pour permettre au reste du monde, et notamment aux pays les moins développés, de pouvoir en profiter. Comment le procès va en France? La situation reste quand même largement sous contrôle. Donc il y a des gestes barrières, des mesures de contrôle qui ont été légèrement assouplies, mais de façon assez conditionnée, encadrées pour passer la période des fêtes. Si on regarde le trend, la tendance de fond, c'est celle d'une amélioration. La France se trouve même aujourd'hui avec des tendances épidémiologiques qui sont plutôt favorables comparées à d'autres pays européens, mais on reste avec des taux qui sont malgré tout trop élevés, et donc il est impératif de pouvoir poursuivre sur cette ligne de grande vigilance. Mais ma question, c'est c'est quoi le plan pour vacciner massivement la population? Le plan, c'est une stratégie en 3 phases. Donc la première phase, elle a commencé hier, avec des distributions, comme je disais, qui sont plus de l'ordre symbolique.
Et elle va s'étendre jusqu'au mois prochain. Et là, il s'agit de viser les personnes qui sont vraiment les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui sont très âgées et qui sont hébergées dans ce qu'on appelle des EHPAD en France, c'est-à-dire des hospices en fait, accueillant des personnes âgées. C'est pour ces personnes-là et pour le personnel soignant qui s'occupe de ces personnes-là que les premières doses sont réservées. Ensuite, à partir de février, vous allez avoir une deuxième dose qui va viser de façon beaucoup plus large l'ensemble des personnes vulnérables. Donc, c'est les personnes qui ont des pathologies, des personnes qui peuvent avoir du surpoids, et les personnes âgées à partir de 75 ans d'abord, et puis à partir de 65 ans ensuite, plus le personnel médical de façon plus large au-delà des EHPAD. Et puis, à partir du mois de mars, l'objectif est de pouvoir administrer de façon beaucoup plus large les vaccins, là aussi avec une démarche progressive. Donc on va, dans la deuxième phase, on descend jusqu'aux personnes de 65 ans et plus. Dans la troisième phase, on va commencer par les personnes de 55 ans et puis 50. C'est à partir de ce moment-là que moi-même je pourrai en bénéficier, etc., jusqu'à pouvoir potentiellement toucher toute la population. Et l'idée que finalement cette première campagne en 3 phases de vaccination soit achevée d'ici à peu près le début de l'été. Monsieur l'ambassadeur, continuons avec les valeurs européennes. Aujourd'hui, nous on fait face devant un problème dans notre relation avec l'Union européenne où notre langue macédonienne qui est mondialement reconnue dans tous les atlas mondiaux linguistiques, est exposée d'un risque de ne peut pas se faire reconnaître au sein de l'Union européenne, qu'elle est une organisation internationale reconnue par les grandes valeurs démocratiques. Est-ce que c'est possible que nous, on pourra avoir un problème dans nos relations avec l'Union européenne qui n'est pas capable de reconnaître un fait tel qu'est la langue macédonienne? Écoutez, en français, je ne sais pas, il y a ce mot qu'on n'utilise pas très souvent, mais qui est chipoter. Donc je ne voudrais pas donner l'impression de chipoter, c'est-à-dire discuter des détails, mais franchement, je ne suis pas sûr que la situation se présente exactement comme ça. Parce que dans les documents qui sont préparés par l'Union européenne, je ne crois pas qu'il y ait des dénis de la langue. Le fait est qu'en réalité, on parle, je crois, de langue macédonienne dans les documents qui sont préparés par la Commission européenne et qui sont liés à la procédure de négociation d'adhésion qui va s'ouvrir, on l'espère, le plus rapidement possible. C'est précisément cela qui est contesté par un autre État membre de l'Union européenne. Voilà, justement. C'est pas la même chose. Un pays membre de l'Union européenne, c'est une des raisons pour lesquelles elle a bloqué l'intégration de la Macédoine du Nord dans l'Union européenne, enfin, de commencer les négociations. Oui, mais la difficulté du sujet, vous le savez très bien, c'est une difficulté de nature institutionnelle. Il y a évidemment des éléments politiques, mais au départ, c'est lié simplement au fonctionnement institutionnel de l'Union, qui fait que, en vertu des traités qui s'appliquent, aujourd'hui encore, il y a des sujets qui sont régis par la règle de l'unanimité. La règle de l'unanimité, ça veut dire que tous les États membres doivent être d'accord. Et si un seul d'entre eux refuse, eh bien, l'adoption ne peut pas avoir lieu. Et les questions qui touchent à l'intégration européenne, dans le sens de ce qu'on appelle, mais le mot est discutable, élargissement, ces questions-là sont régies par la règle de l'unanimité. Donc la difficulté vient procéduralement, en fait, de l'existence de cette règle. Est-ce possible que la Macédoine du Nord reste bloquée à cause de ça qu'elle insiste d'avoir la langue macédonienne reconnue en tant que telle? Mais je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a la question de la langue, mais franchement, je ne suis pas sûr que ce soit que la question de la langue, voire que la question de la langue. Je pense qu'il y a d'autres sujets qui font partie Bien entendu. des discussions. Je ouvre les questions qui sont très illustratives pour certaines valeurs de base de l'Europe, telles que la autodétermination, par exemple, et quelque chose qu'elle est la langue macédonienne, comme je l'ai dit, reconnue dans tous les atlas mondiaux linguistiques. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est possible que ça pourrait être quelque chose, un sujet sur la table
sur lequel on doit faire un compromis. Écoutez, ça, franchement, je pense que c'est pas à moi de le dire, et très sincèrement, je pense que c'est pas à l'Union européenne en tant que telle de le dire. Je pense que d'abord, c'est un sujet qui concerne la Macédoine du Nord, et ensuite un sujet dont la Macédoine du Nord doit évidemment s'entretenir avec son voisin, en l'occurrence la Bulgarie, pour arriver à s'entendre sur un entendement commun. Un entendement commun qui, à mon avis, ne doit pas se limiter à ce sujet, qui est évidemment extrêmement sensible, mais il y a d'autres éléments qui sont également importants, qui sont au cœur de la discussion, pour pouvoir arriver à un accord global. Donc il faut qu'il y ait un accord global qui soit trouvé. Je pense que, en fait, le principal, c'est qu'il y ait vraiment suffisamment de bonne volonté de part et d'autre pour y arriver, que cet accord puisse respecter les lignes rouges légitimes de chaque partie, et puis quand ça sera fait, en fait, l'Union européenne n'aura plus pratiquement qu'à donner son consentement. Les documents de négociation pourront être finalisés, et le reste des procédures pourra s'enclencher très rapidement avec une conférence intergouvernementale et le début concret des négociations. Peut-on imaginer, s'il y a toutes les autres questions résolues, s'il y a la langue macédonienne qui a un problème, que l'Union européenne va accepter le fait que la Bulgarie bloque l'intégration, le commencement des négociations de Macédoine avec l'Union européenne, y compris le processus d'intégration de tous les autres pays du Balkan occidental, qui sont pour le moment bloqués. Moi, je pense que si jamais il y a un accord qui est trouvé entre les deux parties sur l'ensemble de ces sujets, je vois très mal l'Union européenne ensuite le refuser, puisque c'est un accord qui aura été trouvé entre deux États souverains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup de mal à concevoir, en fait, je pense qu'il est tout simplement inconcevable, il est inimaginable que cet accord qui soit trouvé, il empiète sur ce qui est considéré et constitué les lignes rouges par, en l'occurrence, la partie macédonienne. Vous êtes, je suppose, au courant avec ce qui se passe entre la Macédoine et la Bulgarie. Vous avez les dossiers. Vous avez été déjà en Bulgarie. Vous êtes passé 4 ans à Sofia comme numéro 2 dans l'ambassade française à Sofia. Quel est votre point de vue sur le problème? Votre point de vue sur le problème bulgaro-macédonien sur les fondements de la difficulté actuelle? Oui. Personnellement, je pense que c'est pas simple de répondre à cette question pour différentes raisons. Mais je pense qu'il y a probablement une part d'incompréhension qui vient du fait que finalement, il manque probablement une vision commune de l'histoire. Et que vous avez une vision qui peut être développée dans les manuels de l'autre côté de la frontière, une qu'il est ici, et que ces deux visions n'arrivent pas à se concilier. Et je pense que ça, c'est quand même, ça crée des incompréhensions, ça crée des frustrations. Après, il y a probablement d'autres éléments, peut-être pour certains plus conjoncturels, qui s'ajoutent dessus, mais je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle le travail de la commission d'experts, qui a été mise en place en application du traité bilatéral de 2017, est importante. Parce qu'il faut vraiment un travail de fond qui soit accompli par des experts impartiaux, connaisseurs, objectifs, pour arriver précisément à développer cette vision commune. Et je pense aussi que ça, c'est un travail qui est quand même de longue haleine, qui a déjà été engagé, qui a déjà produit des résultats, qui sont loin d'être insignifiants, même s'ils sont évidemment encore insuffisants. Il faut continuer à travailler dans ce sens, avec la meilleure volonté, dans le meilleur esprit possible, sachant que ceci n'aboutira pas avant des années. Et donc, ce qu'il faut, c'est dans le même temps éviter que ce travail qui, je pense, est nécessaire, est indispensable, n'obère pas les possibilités légitimes pour la Macédoine du Nord de pouvoir engager, sans trop attendre, les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Et tout ça correspond en fait à l'approche qui a été celle des institutions européennes, et notamment de la présidence allemande de l'Union européenne dans les mois qui sont écoulés. L'idée était de distinguer entre les sujets ceux qui relèvent d'un traitement commun de long terme, notamment tout ce qui est lié à l'interprétation commune de l'histoire, et puis d'autre part, arriver à s'entendre sur des sujets qui sont sensibles, qui peuvent être liés, par exemple, à l'usage du nom raccourci du pays, quelques autres sujets encore, pour permettre, sur la base de cet entendement commun,
de lever la situation de blocage qu'on connaît actuellement. Pour l'Allemagne, la décision de la Bulgarie, il s'agit d'une faute stratégique et qu'il pourra avoir des conséquences sur la stabilité de la région. Est-ce que la France a le même point de vue sur la décision de Bulgarie de bloquer la Macédoine? Parce que la France, par rapport à l'Allemagne et certains autres pays membres de l'Union européenne, n'était pas si vocale. Alors là, en fait, très rapidement, vous posez deux questions, en fait. Je pense qu'il y a un enjeu stratégique dans la situation actuelle. Et je pense que toute la question, je le répète, désolé, mais ça correspond à la façon dont je vois les choses, est une question de timing. C'est vrai que si cette situation de blocage dure, je pense que ça peut être un facteur d'instabilité dans cette partie du monde plus largement. Et donc, c'est vraiment, je crois, ceci ne fait que renforcer l'intérêt européen pour arriver à une solution qui soit mutuellement acceptable dans des délais aussi resserrés que possible. Je crois que là-dessus, on est d'accord sur le fait qu'il y a vraiment un enjeu stratégique. Pour ce qui concerne le fait que la France n'ait pas été très vocale, je pense qu'en réalité, il y a peu d'États membres et peu d'institutions qui ont été très vocaux sur le sujet. Tout simplement parce qu'en réalité, le souci, c'était celui d'être efficace. Donc, on est dans un ensemble avec des institutions représentatives et des membres, des États membres, qui ont le souci de jouer collectif. Donc sur cette affaire, il était tout à fait normal, légitime, que ce soit la présidence allemande pour ce qui concerne le Conseil, c'est-à-dire les États membres de l'Union européenne, qui, comme on dit en mauvais français, est le lead, soit force de proposition et soit directement impliqué dans les négociations. Ça ne veut pas dire que les autres États membres, et je pense notamment à la France, se désintéressaient du sujet ou n'étaient pas actifs. Mais simplement, on n'était pas dans un domaine qui relevait de la diplomatie publique. Et je pense que sur ce genre de sujet, c'est important de savoir quand même parfois garder sa langue et en tous les cas garder son sang-froid. Est-ce que, parce que vous avez bien dit que si la situation continue d'être comme ça, ça va avoir des conséquences stratégiques. Est-ce que la France va changer l'attitude ou est-ce qu'elle va devenir un peu plus vocale sur le sujet? Alors, je pense que... Si le status quo continue. Mais écoutez, je pense que déjà, sur l'enjeu stratégique, c'est une évidence, parce que ce pays et les autres qui participent à cet ensemble qu'on appelle les Balkans occidentaux ont ce qu'on appelle une vocation européenne. C'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, leur destin est de rejoindre l'Union européenne. C'est ça la perspective. Et c'est une perspective politique, en Macédoine du Nord notamment, qui est vraiment l'objectif politique. Donc si jamais cet objectif finit par disparaître, ça veut dire qu'il faut tout remettre à plat. Il faut créer autre chose. Et sincèrement, personnellement, c'est un peu pro-domo, mais je ne vois pas de meilleur avenir pour ce pays, pour ce qui le concerne, que l'avenir européen. Donc c'est évident que la question est stratégique. Ensuite, pour ce qui concerne la France, moi je peux vous répondre deux choses. La première, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas sûr que le fait d'être très vocal sur ce dossier soit très utile. Je pense que ce qu'il faut, c'est faire tout ce qui peut contribuer en fait à apaiser les esprits et à permettre un dénouement rapide et mutuellement satisfaisant du sujet. Ensuite, je voudrais terminer là parce que c'est important, il y a une question de responsabilité institutionnelle. Aujourd'hui, et encore pour quelques jours, c'est l'Allemagne qui exerce la présidence de tour de l'Union européenne. Et puis, dans quelques jours, à partir du 1er janvier, le Portugal. Et puis après, à partir du 1er juillet, c'est la Slovénie. Je crois qu'il est vraiment souhaitable, et je pense qu'il est vraisemblable que dans le courant de cette année, le nécessaire aura été fait, les évolutions attendues se seront produites pour permettre en sorte qu'un accord ait été trouvé et que le dossier ait pu se débloquer. Mais imaginez que ce ne soit pas le cas. Donc, vous vous trouvez en fin d'année prochaine avec une présidence slovène qui arrive à son terme. Qui prend le tour? C'est la France. Premier semestre 2022, c'est la France. Et alors? Ça va changer? Et la France prendra toutes ses responsabilités alors sur ce sujet comme sur d'autres. On n'a pas vu on a vu que les Allemands n'étaient pas capables de faire changer la situation, même qu'ils ont insisté. Est-ce que vous croyez que ça va devenir un sujet chaud au sein de l'Union européenne si ça continue, vu
les positions des Tchèques et des Slovaques derrière. Je pense que, franchement, ce qu'il faut voir là-dessus, parce que je sais que c'est difficilement audible, mais ça correspond simplement à la façon dont l'Europe existe et fonctionne. Ce qu'il faut voir, c'est que cette situation de blocage, elle a duré combien de temps? Blocage de Ce blocage, le blocage dont on parle là, depuis tout à l'heure, combien de temps a duré cette situation de blocage? quelques mois. Quelques mois. Ouais. Quelques mois. Donc ces mois, vus d'ici, c'est incontestable. Ça a été des mois qui ont été longs, qui ont été difficiles, qui ont été des mois qui ont été marqués par du travail qui finalement n'a pas abouti. Mais à l'échelle européenne, quelques mois, c'est rien du tout. Le problème, c'est que l'Union européenne, c'est une machine qui est très efficace, qui arrive à se doter d'instruments qui n'ont pas d'équivalent dans le reste du monde, mais c'est une machine qui, malheureusement, et parfois manque un petit peu de rapidité. Le président de la République française a souvent l'occasion de s'en plaindre. Vous connaissez un autre pays qui a eu autant d'obstacles Autant d'obstacles que... sur le chemin de l'intégration européenne? Mais là, vous parlez de façon plus générale, en fait. Plus général, oui. Comme vous voulez. Je pense que c'est difficile de faire des parallèles, mais je pense aussi quand même qu'il faut quand même être correct sur la façon dont on présente les choses. La Macédoine du Nord était au départ relativement avancée sur la voie de l'intégration européenne et a obtenu le statut de candidat, je crois que c'était en 2005. 2005. Mais s'il y a eu ensuite ces blocages, ce n'était pas du fait de l'Union européenne en tant que telle. C'était parce qu'il y avait des problèmes dans les relations bilatérales entre ce pays et certains de ses voisins. Ce n'est pas l'Union européenne qui a créé ces problèmes. On a signé déjà du accord bilatéral pour résoudre les problèmes. Mais de nouveau, il y a des problèmes qui se posent. Oui, mais c'est... Alors, ben non, il y a des principes ou il n'y a pas de principes. Des principes? En général. Mais... Parce qu'on a un accord avec la Bulgarie, on a un accord avec la Grèce, et de nouveau, il n'y a pas les négociations. Oui, mais encore une fois... tout le monde se pose la question. Non, mais... il faut juste, je vous demande juste pour clarifier, parce que les gens rentrent dans le dilemme, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'encore une fois, on est dans une situation qui est une situation sérieuse et qui est prise au sérieux. Mais c'est une situation, en fait, ce blocage, en fait, est extrêmement récent. Et tout est, je crois, conçu pour faire en sorte que ce blocage puisse être levé rapidement dans la période qui s'ouvre. Donc, c'est ça qu'il faut voir. En fait, c'est la capacité de se projeter dans l'après pour ne pas avoir le sentiment qu'en réalité, le pays se retrouvera dans une impasse telle qu'il a pu en connaître dans le passé. Très personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que ce sera le cas parce que je pense que les temps ont changé. Je pense que l'essentiel, c'est la volonté politique et je sens beaucoup de volonté politique pour réussir à atteindre l'objectif. Effectivement, pour l'instant, les efforts qui ont été déployés, et je ne parle plus maintenant de ceux qui ont été déployés par l'exécutif macédonien, mais par l'Union européenne et les institutions qui la représentent, ces efforts n'ont pas permis d'aboutir. Le travail n'a pas été perdu. Le travail n'a pas été perdu parce que d'une part, je pense que l'approche que j'exposais tout à l'heure, c'est la bonne approche. Donc, à mon avis, conceptuellement, il n'y a plus besoin en fait, de réinventer une formule. Je crois qu'elle se trouve là. Et d'autre part, qu'il y a eu beaucoup d'attention européenne qui a été portée au dossier. Donc, je pense que maintenant, on a une base pour faire en sorte que le métier soit remis sur l'ouvrage et qu'on puisse espérer parvenir à une bonne solution dans des délais raisonnables, une fois que la situation se sera décomptée ici ou là. Est-ce que la France a certaines responsabilités dans toute l'histoire? Vous avez insisté sur la nouvelle méthodologie. Vous l'avez eu. Vous vous êtes déclaré comme gagnant dans cette histoire au sein du Conseil européen. La méthodologie est sur la table, mais toujours pas en route. Que fait-on avec les autres pays dans la région? Et la nouvelle méthodologie qui est jusqu'à présent un papier. Très bonne question. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, parce qu'il y aurait plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'effectivement, il y a eu la position française qui a été vécue ici notamment comme un choc en octobre 2018. Et puis, au mois de mars qui a suivi, il y a eu un accord unanime, un consensus sur cette nouvelle méthodologie. Il s'est passé 5 mois. 5 mois, comme je vous le disais, c'est extrêmement peu en fait à l'échelle européenne. 5 mois pour obtenir un accord à l'unanimité. C'était quand même bien le signe, d'une part, qu'il y avait un grand fondement dans la demande française.
Parce que si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas été entendu et on n'aurait été pas suivi si massivement et si rapidement. Par rapport aux autres pays, il y a deux pays de cette région, qui sont le Monténégro et la Serbie, qui ont déjà, il y a quelques années, commencé en fait leur processus de négociation d'adhésion. Il se trouve que l'un et l'autre ont demandé à voir s'appliquer cette nouvelle méthodologie. Ils n'y étaient pas obligés. Cette nouvelle méthodologie, elle s'applique automatiquement à partir. Ils l'ont demandé. Donc c'est bien la preuve aussi que cette nouvelle méthodologie, elle est considérée comme intéressante par des États qui se déclarent volontaires. Et je dirais que pour la France, une fois que ce cadre général avait été fixé, nous, l'un des enjeux importants par rapport à la Macédoine du Nord, mais en fait, la chose vaut aussi pour l'Albanie, c'était de faire en sorte de s'assurer que les cadres de négociation pour chacun de ces deux pays reflètent fidèlement la nouvelle méthodologie. Donc il y a eu des négociations dans les semaines précédentes pour définir ces cadres de négociation et le résultat aux yeux de la France est tout à fait satisfaisant. C'est-à-dire que ces cadres de négociation, qui s'appliquent dans un cas comme dans l'autre, sont tout à fait conformes à l'esprit, à la lettre de la nouvelle méthodologie. Donc ça veut dire que nous, en tant que Français, on est satisfait du résultat. On n'a aucune difficulté en fait avec les mandats qui ont été négociés, auxquels on a pris une part active, et que nous, effectivement, on a un intérêt particulier à ce que des négociations puissent s'engager pour commencer à appliquer concrètement cette nouvelle méthodologie. Est-ce qu'on peut imaginer le scénario dans lequel la Macédoine reste bloquée par la Bulgarie et on la tire de la dossier et on continue l'élargissement avec la Serbie, le Monténégro et l'Albanie? Je pense qu'on ne peut pas mettre tous les pays exactement dans la même situation, parce que de toute façon, la Serbie et le Monténégro ont déjà engagé leurs négociations. Donc il y a un rythme de négociation qui est variable. Dans cette hypothèse, c'est que le processus de négociation s'est intensifié avec les trois pays, l'Albanie, le Monténégro et la Serbie, et la Macédoine reste telle qu'elle, bloquée. Écoutez, ça dépend en fait du niveau auquel on se situe. C'est-à-dire que si vous me demandez si la chose est possible théoriquement, en théorie, je ne peux pas vous dire que c'est impossible. Par contre, si pratiquement vous pensez que je considère que ce scénario est vraisemblable, je vous dirais que non. Vous êtes optimiste qu'on peut résoudre le problème récemment, rapidement, printemps, l'été? Je ne suis pas optimiste et je ne suis pas pessimiste, j'essaie d'être réaliste et moi je pense que oui. Je pense que la situation doit évoluer parce qu'en réalité, vous avez un fonctionnement européen qui pousse au consensus. Est-ce que la diplomatie française s'engage dans le processus? Je pense qu'il y a des efforts qui sont conjugués de la part de tous ceux qui en connaissent pour faire en sorte qu'il y ait un résultat positif qui émerge et qu'on ne soit pas dans une situation de blocage prolongé qui serait préjudiciable pour tout le monde. Est-ce que mini-Schengen, c'est une alternative pour vous? Non, ce n'est pas une alternative, c'est un complément. Si les choses se compliquent? Franchement, on n'est pas dans cette perspective. Je crois que le gouvernement, le chef du gouvernement ici, rappelle clairement que la perspective et l'objectif prioritaire, c'est l'intégration européenne. Donc, mais en revanche, tous les efforts qui peuvent être faits en parallèle pour mieux organiser les relations entre les pays de la région, c'est évidemment utile et d'une certaine façon, ça aide aussi objectivement à préparer en fait le dossier de l'adhésion de la Macédoine du Nord. C'est la raison pour laquelle la France, il y a à peu près 2 ans, à la demande du président de la République, a décidé d'adopter une stratégie française pour les Balkans occidentaux. Et cette stratégie, elle n'est pas antagoniste. Ce n'est pas une alternative à la perspective européenne, c'est une stratégie qui est complémentaire et qui vise précisément à renforcer en fait l'intégration régionale. Donc de ce point de vue-là, le projet de mini-Schengen, on l'a salué. Le président de la République l'a salué lors du récent sommet de Sofia, qui était d'ailleurs coprésidé par la Macédoine du Nord et la Bulgarie, parce que ça va dans ce sens-là, qui est le bon sens. La France était critique, l'un des pays le plus critique vis-à-vis le processus de réforme en Macédoine. Où on est dans ce processus qui est nécessaire pour accélérer les réformes internes? Oui. Les réformes internes macédoniennes. Critique, je ne sais pas si c'est le terme qui convient exactement. La France est très attentive aux réformes. Moi, je les ai entendues personnellement comme ça. D'accord.
Bon, je pense qu'en fait, au-delà même de la question de la Macédoine du Nord, le souci qui transparaît dans la demande de la nouvelle méthodologie, c'était de faire en sorte que les réformes qui sont engagées dans le cadre du processus de négociation, ce soient des réformes qui soient des réformes réelles, des réformes substantielles qui apportent vraiment du changement par rapport à ce que les gens, les citoyens, attendent dans les pays concernés. Et donc, oui, c'est important qu'il y ait des réformes qui soient engagées, et c'est important que ce soit des vraies réformes qui répondent aux vrais problèmes, et que les réformes, elles ne soient pas seulement adoptées sur le papier. C'est qu'ensuite, elles soient mises en œuvre et qu'elles produisent des résultats. Exemple? Par exemple, la justice. Okay. Il faut qu'il y ait une justice qui soit encore plus impartiale, encore plus efficace, encore plus indépendante, et que quand il y a des personnes qui sont convaincues de corruption, il y a des procès équitables, et que si les personnes sont, au terme de ce procès, reconnues comme coupables, eh bien, qu'il y ait des sanctions qui soient infligées et des peines qui soient purgées. Monsieur l'ambassadeur, merci pour cette interview. Je vous souhaite un bon séjour en Macédoine et un mandat dans lequel vous allez témoigner le commencement des négociations pour l'adhésion de la Macédoine au Union européenne. Merci. Merci.